Bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous avons le docteur Stéphane, désolé. Et le docteur Stéphane est du Liban. Elle a été à l'école de médecine et d'urgence au Liban. Elle est maintenant en stage de traumatologie à McGill. Elle a travaillé pendant 1 an au Liban avant son stage. Et aujourd'hui, elle va nous faire une présentation sur le sujet de la gestion des différentes priorités en cas d'arrêt cardiaque traumatique. Vous pouvez commencer, docteur. Merci. Bonjour, j'espère que tout va bien. Je suis Michèle Stéphane, je suis un TTL Fellow et merci Aïcha pour l'introduction. Aujourd'hui, on va parler de l'arrêt cardiaque traumatique et plutôt la prise en charge et les différentes priorités. C'est un peu différent de l'arrêt cardiaque médical. Donc, pour commencer, il faut qu'on s'imagine d'être à l'urgence et on a un monsieur MD, on a les ambulanciers qui nous appellent pour nous pour nous dire qu'il y a un homme âgé de 45 ans qui se présente aux urgences suite à un accident d'autoroute. Les ambulanciers nous donnent les signes vitaux, un pouls de 130, une tension de 80/50, une saturation de 90 avec 10 litres d'oxygène. Et à son arrivée, malheureusement, le patient est en arrêt cardiaque. Donc, quelles pourront être les causes? Quelles sont ses chances de survie et que faire? C'est comme ça qu'il faut penser quand on a un patient qui arrive en arrêt cardiaque suite à un trauma. Donc, on va parler au début de la définition, de l'épidémiologie, un peu de physiopathologie, les différentes étiologies et la prise en charge, ce qui nous intéresse le plus. Donc, pour commencer, c'est quoi l'arrêt cardiaque traumatique? C'est une condition dans laquelle le cœur cesse de battre en raison d'un traumatisme contendant ou pénétrant. C'est différent de l'arrêt cardiaque médical parce que l'arrêt cardiaque médical, la cause, c'est plutôt quelque chose de médical. Donc, historiquement, la survie signalée suite à un arrêt cardiaque traumatique est extrêmement faible. Et la majorité des décès dus à un traumatisme surviennent dans les 5 premières minutes suite à l'événement traumatique réel. Cependant, il y a des publications plus récentes qui ont enregistré une survie à la sortie allant jusqu'à 8%. Et ça, c'est parce que cette amélioration est plutôt multifactorielle. Il y a eu beaucoup de changements dans la gestion, dans la prise en charge. Donc, qu'est-ce qui est différent entre l'arrêt cardiaque médical et l'arrêt cardiaque traumatique? Donc, l'arrêt cardiaque traumatique, c'est plutôt l'activité électrique sans pouls et le rythme cardiaque initial, en contraire à l'arrêt cardiaque médical où c'est l'asystolie ou la fibrillation ventriculaire. Donc pourquoi? On a vu que lorsqu'un patient traumatisé est gravement hypovolémique et a une ligne artérielle en situ, il est très évident que lorsqu'il perd son pouls palpable, ça c'est au début d'un arrêt cardiaque à l'hôpital, il a toujours une trace artérielle et est donc dans un état de débit très très faible. Donc, ce n'est pas vraiment un arrêt cardiaque, c'est plutôt un état de débit très faible. Et une fois qu'on arrive à comprendre ce concept, que l'arrêt cardiaque n'est pas vraiment un arrêt cardiaque, mais plutôt un état de débit faible, c'est comme ça qu'on va pouvoir comprendre pourquoi on fait cette prise en charge, pourquoi on gère l'arrêt cardiaque un peu différent. Donc, les causes courantes de décès précoces évitables en cas de traumatisme sont 60% l'hémorragie, 33% le pneumothorax sous tension, 10% la tamponnade cardiaque et 7% les obstructions des voies respiratoires. On a aussi les traumas crâniens qui jouent un grand rôle. Donc, il y a différents... c'est vraiment différent de l'arrêt médical. L'arrêt médical, on le sait tous, on fait la réanimation cardiaque, on donne de l'adrénaline, on a une bonne oxygénation. Ici, c'est un peu différent parce que ici, il faut contrôler les causes qui ont causé l'arrêt cardiaque. Donc, contrôler les hémorragies, restauration du volume sanguin circulant, gestion des voies respiratoires et soulagement des pneumothorax sous tension. Sauf, il faut toujours en penser que s'il existe une suspicion de cause médicale d'arrêt, avant le traumatisme, donc il va falloir en penser à faire l'arrêt médical aussi. Cependant, s'il y a suffisamment de ressources, donc une bonne équipe complète de traumatologie, ces priorités peuvent être satisfaites rapidement. Et donc, on peut faire la réanimation et tout ce qui est gestion de l'arrêt cardiaque traumatique. Donc, tout ce qui est ILS et LS peuvent se produire simultanément avec les interventions suggérées, mais seulement si elles n'interfèrent pas avec leur application et seulement si elles ne détournent pas le personnel de la traumatologie d'autres tâches plus efficaces. Donc, quel est le rôle de la compression thoracique dans l'arrêt cardiaque traumatique?
Les compressions thoraciques doivent toujours être commencées en priorité secondaire, suite à l'ouverture des voies respiratoires, la décompression de l'évaluation thoracique et la correction de tamponnade. Donc, en arrêt cardiaque médical, elles sont vraiment la pierre angulaire du traitement. Mais en arrêt cardiaque traumatique, parce qu'elles ne peuvent pas vraiment être efficaces chez un patient hypovolémique. Donc, parce que quand on n'a pas de sang et on essaye de faire une réanimation du cœur, le cœur ne va pas vraiment être utile. Donc, c'est vraiment moins prioritaire que d'autres. Et alors, il va falloir utiliser les autres causes qui sont plutôt réversibles, comme les tensions, les pneumothorax de tension, les tamponnades, l'hypoxémie et l'hypovolémie. Donc, on a aussi vu ils ont constaté que les améliorations de la pression artérielle avec les compressions thoraciques dans les arrêts cardiaques normovéliques n'étaient pas reproduites dans les arrêts hypovolémiques. Et donc, il y avait une nouvelle dépression de la pression diastolique pendant les compressions thoraciques. Donc ça va aussi influencer négativement la perfusion des artères coronaires. C'est pour ça qu'on ne va pas tout de suite à la réanimation cardiaque. La réanimation ne sera donc pas bénéfique quand, comme on l'a dit, que le volume circulant n'aura pas été restauré. Et les compressions peuvent plutôt exacerber l'hémorragie et la tamponnade cardiaque. En plus de ça, on a les difficultés d'entreprendre la réanimation tout en effectuant les compressions cardiaques. Donc, il faut y penser vraiment parce que la réanimation va comprendre l'intubation, la réalisation de thoracostomie bilatérale, la mise en place d'un accès veineux de gros calibre, on va en parler. Et en même temps, ça va être un peu dur de faire les compressions cardiaques quand on va essayer de mettre des tubes de thoracostomie, par exemple. OK, l'adrénaline. L'adrénaline, il n'y avait aucune preuve qui soutient l'utilisation d'adrénaline intraveineuse dans les arrêts cardiaques traumatiques. Donc, c'est vraiment très différent de l'arrêt cardiaque médical qu'on n'utilise pas vraiment l'adrénaline. Parce que l'état d'arrêt cardiaque traumatique hypovolémique ne se produit généralement pas immédiatement. Donc, il y a une période de détérioration du patient jusqu'à ce que la production soit perdue, pendant lequel le patient va subir une libération maximale de catécholamine et vasoconstriction. Donc, si on administre des vasopresseurs, ça peut vraiment aggraver la perfusion tissulaire. Donc, on n'en donne pas d'adrénaline. Sauf pour les patients qui sont en choc neurogène, parce qu'ils ont déjà perdu leur propre tenue vasculaire sympathique. Donc, c'est juste pour eux qu'on pense à donner l'adrénaline. Ça, c'est les causes réversibles de l'arrêt cardiaque. On va en parler, c'est juste un petit tableau. Donc, pour l'hémorragie, c'est vraiment la priorité est donnée à la recherche de la cause et à l'arrêt du saignement. Donc, on a deux types d'hémorragie. On a l'hémorragie externe et l'hémorragie interne. Pour l'hémorragie externe, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une pression directe. Donc, si on voit où est l'hémorragie, on met une pression directe. C'est généralement le moyen le plus rapide et celui qui est vraiment utilisé partout, même avec les ambulanciers. C'est le plus simple et le plus efficace d'arrêter une hémorragie une fois le point de saignement est identifié. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on applique une pression ferme et directe avec les mains, ou on peut utiliser un tampon, et on s'assure que la pression est suffisante et maintenue. Donc, si ce n'est pas contrôlé, on peut utiliser un pansement hémostatique, si on l'a dans notre urgence, pas toutes les urgences l'ont. Et donc, les pansements hémostatiques vont agir directement sur le site. Ils vont former comme un petit caillot et réduire les saignements actifs. Si tout cela ne marche pas, on peut utiliser un garrot. Mais un garrot est utilisé uniquement en cas de saignement menaçant, parce que ça va menacer le pronostic vital d'un membre. Donc, normalement, le garrot, on le place 5 à 7 cm au-dessus du point de saignement. Donc, si on a un saignement vers le coude, on le met un peu plus haut. Et on le serre vraiment suffisamment pour arrêter toute circulation vers le membre blessé. Donc, une fois c'est appliqué, on ne doit pas le retirer tant que les soins spécialisés ne sont pas disponibles. Donc, on le met jusqu'à ce qu'on appelle, par exemple, l'orthopédiste, le plasticien, le vasculaire. Et il faut toujours noter le moment de l'application parce qu'on ne peut pas le laisser pour un très, très long moment. Et puis, on a aussi l'immobilisation d'un membre. Donc, si on a une fracture de fémur, on essaie de l'immobiliser, ça aide aussi.
On a aussi les hémorragies internes. Les hémorragies internes sont plutôt comment on sait qu'un patient a une hémorragie interne sans ultrasound. On peut, si le patient est vraiment en choc et a une douleur, par exemple, une très grande douleur de l'abdomen. Ici, ce qu'on peut faire, c'est, si on suspecte une hémorragie interne, on peut mettre une attelle pelvienne pour essayer de minimiser le risque et une traction pour les autres membres. Donc, comment on restaure le volume sanguin circulant? Ça, c'est une des plus hautes priorités des patients en arrêt cardiaque parce que, comme on l'a dit, la plupart des patients sont en hypovolémie. Donc, restaurer le volume sanguin va vraiment aider. Donc, l'accès de l'IV ou de l'IO doit être établi le plus rapidement possible. On sait très bien que parfois, en arrêt cardiaque, l'accès IV n'est pas vraiment facile. Donc, on peut aller tout de suite à l'intraosseux. Et ça peut être obtenu de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus fiable. On peut le faire à la tête de l'huméral ou l'intraosseux tibial. On peut aussi mettre un central line, mais si on veut être vraiment, vraiment très rapide, c'est l'intraosseux qui va être le plus rapide avec nous. Normalement, on peut donner un bolus de 20 ml par kilo de liquide cristalloïde. Ça, c'est quand le patient est vraiment hypotendu. Mais ce qu'on préfère, c'est les unités de sang. Donc, quand un patient arrive avec un arrêt traumatique cardiaque, on demande du sang, 4 à 6 unités, et puis ça peut être suivi de plasma, de plaquettes et de cryoprécipité. On pense aussi à l'acide tranexamique, mais ça, c'est après plusieurs steps. Donc, on a aussi les obstructions de voies respiratoires. C'est vraiment important. Après avoir essayé d'arranger le saignement, donner un peu de fluide, il faut en penser aux voies respiratoires. C'est important pour établir et maintenir une oxygénation, bien sûr, pour le cerveau. Et ça doit être appliqué en utilisant une ventilation douce, parce que la ventilation en pression positive peut aggraver un pneumothorax sous tension. Si c'était un tout petit pneumothorax, ça peut vraiment l'aggraver si on donne une très, très forte pression. Donc, si l'intubation trachéale ne peut être établie immédiatement, on peut en penser à des manœuvres de base de voie respiratoire, donc comme le supraglottique, qui peut nous aider. Ça, c'est quelque chose d'être vraiment plus rapide. Donc, quand on est dans l'urgence et on essaye de faire une intubation trachéale, mais on n'y arrive pas, ou on ne sait pas faire une intubation trachéale, on peut y penser aux manœuvres de base de voie respiratoire. D'accord? Donc, on a parlé aussi de pneumothorax sous tension. C'est quoi le pneumothorax sous tension? C'est quand il y a une accumulation progressive d'air dans l'espace pleural. Normalement, ça c'est dû à une cause, à une lacération pulmonaire qui permet de l'air de s'échapper, mais pas vraiment de revenir. Donc, on a de l'air entre les poumons et les côtes. Donc, tous les patients en arrêt cardiaque suspectés d'un traumatisme thoracique qui ne répondent pas à l'ouverture des voies respiratoires et à la restauration du volume sanguin doivent subir une décompression thoracique. Il faut qu'on pense au pneumothorax sous tension ou l'hémothorax. Donc, ici, on fait quelque chose qui s'appelle une thoracostomie bilatérale des doigts. Donc, c'est quoi ça? Ça, c'est juste, on ouvre le côte, je vais vous expliquer dans un peu où on ouvre et comment, et on met nos doigts. On met nos doigts, c'est juste pour laisser l'air qui est dedans de sortir. Donc, normalement, ce qu'on peut faire, c'est aussi faire une décompression à l'aiguille. La décompression à l'aiguille, c'est vraiment pour regonfler le poumon qui est effondré et permettre de l'air de s'échapper. Donc, on le met normalement au deuxième intercostal ici et on le met straight. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut laisser juste pour 30 minutes. Donc, il va falloir être suivi de l'insertion d'un cathéter intercostal ou la thoracostomie. C'est vraiment recommandé plutôt que la décompression à l'aiguille. Donc, ce qu'on recommande, c'est que si on est à l'hôpital, on fait la thoracostomie. Si on est hors de l'hôpital, on peut faire la décompression à l'aiguille. Si on ne sait pas comment faire la thoracostomie, on peut faire la décompression à l'aiguille et attendre quelqu'un qui peut faire la thoracostomie. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la thoracostomie. C'est vraiment réalisé en pratiquant une incision cutanée suivie d'une dissection émoussée avec un pince ou un doigt.
Donc, c'est où? C'est à travers les muscles intercostaux entre la quatrième et le cinquième espace intercostal dans la ligne axillaire moyenne. Donc, c'est là, on cherche la quatrième et la cinquième et on rentre là-bas. Donc, c'est vraiment très intéressant parce que le pneumothorax sous tension est soulagé au fur et à mesure et on réalise très bien que le patient est mieux. Donc, et il faut vraiment faire attention que chez les patients subissant une ventilation à pression positive, le poumon sous-jacent se gonfle généralement et l'insertion de drain intercostal peut donc être différée. Donc, quel est le rôle de l'échographie? Ici, à McGill, par exemple, et dans plusieurs urgences, ils utilisent beaucoup l'échographie. Et c'est vraiment intéressant. Quand j'étais au Liban, on n'avait pas vraiment le rôle de l'échographie tout de suite, mais ce que j'ai contesté, c'est que c'est vraiment, vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce que l'échographie va nous aider à vraiment voir ce qui se passe dedans d'une manière très rapide. Si le patient est en arrêt cardiaque, on ne va pas pouvoir le prendre au CT scan ou faire des imageries. Donc, l'échographie va nous aider vraiment beaucoup. Donc, ça peut diagnostiquer la tamponnade cardiaque dans le cadre de l'évaluation focalisée, donc ce qui s'appelle le e-FAST. Le e-FAST, c'est une échographie qui est rapide, où on met le probe, on le met donc à la xiphoïde, c'est pour voir le cœur, on le met au poumon pour voir les poumons s'ils fonctionnent normalement, pour voir s'il y a un pneumothorax. On peut les mettre aussi entre le foie et les reins pour voir s'il y a des liquides, entre la rate et les reins aussi, et en dessous de la vessie. Donc, ce e-FAST va nous aider à voir donc s'il y a vraiment un pneumothorax, s'il y a du sang dans l'abdomen. Ça peut vraiment nous aider à évaluer l'état du volume en mesurant le diamètre de la veine cave. Donc, si la veine cave est vraiment fermée, on va dire qu'il n'y a pas de volume dans le patient. Donc, il va falloir lui donner beaucoup de sang, beaucoup de volume. Si la veine cave est vraiment étendue, donc c'est une autre cause. Et ça peut aussi nous aider à identifier les patients atteints de l'activité sans pouls, en détectant des mouvements cardiaques qui peut donner une indication d'hypovolémie sévère. Donc, cela peut prêter le patient à prendre une transfusion rapide, comme on a dit, ou des produits de sanguin. Et ça va renforcer le concept selon lequel certains états d'arrêt cardiaque traumatique, où il n'y a pas de pouls palpable, sont en fait des états de faible débit et pas vraiment un arrêt cardiaque véritable. Il faut aussi avoir les considérations préhospitalières. Les considérations préhospitalières, dans certains pays, les ambulanciers peuvent mettre des intraveineux, peuvent faire des décompressions, peuvent mettre des voies pour l'obstruction. Dans d'autres, ce n'est pas vraiment possible. Donc, ce qui est important, c'est d'essayer d'arrêter l'hémorragie, d'essayer de juste mettre l'aiguille si on a une suspicion et d'arriver le plus tôt possible ou le plus rapidement possible. Donc, si un patient arrive chez nous et on arrive à le faire retourner à la circulation spontanée, ici, il va falloir penser à la phase de post-réanimation. Donc ici, le patient doit être traité selon les principes de l'approche de ABCDE du trauma. Ici, le patient n'est plus dans un arrêt cardiaque traumatique, mais plutôt il est un patient qui n'est pas vraiment stable suite à un trauma. Donc, il faut penser à l'ABCDE qui est airway, qui sont donc placés une voie respiratoire. Normalement, ça aurait été fait avant, mais si ça n'a pas été fait, on le place. Le breathing, donc maintenir la saturation entre 94 et 98 et s'assurer que, par exemple, s'il y a les tubes qui sont en place, ils font sortir de l'air ou du sang, s'assurer de tout ça. Et puis la circulation, donc ici, il va falloir maintenir une tension palpable en l'absence de trauma crânien ou viser à maintenir une tension systolique de plus que 110 en cas de trauma crânien. Et bien sûr, si on était seulement avec un intraosseux, essayer d'avoir un intraveineux et essayer de donner tous les produits sanguins. Il y a aussi le disability, donc vérifier la réponse pupillaire du patient, parce qu'après un arrêt cardiaque, on sait très bien que pas beaucoup d'oxygène arrive au cerveau, donc il va falloir voir neurologiquement comment il fait. Et le E, c'est juste surveiller la température, conserver à un peu plus que 35 degrés pour le patient qui saigne.
et rechercher des sites d'hémorragie, bien sûr, et pour identifier. Et après tout ça, on prend le patient. Il doit être transféré soit au bloc opératoire, soit à une zone de soins de haute urgence, soit à un hôpital approprié. Donc, si le patient arrive à un hôpital qui n'a pas les the means, qui n'a pas de chirurgien, parce qu'il y a beaucoup d'hôpitaux ici, par exemple, qui sont un peu vraiment très périphéraux. Ils n'ont pas vraiment les chirurgiens nécessaires, ils n'ont pas les orthopédistes, ils n'ont peut-être pas le neurochirurgien. Donc, tout ça est fait et puis ils sont transférés chez les grands hôpitaux. C'est quand qu'on décide d'arrêter la réanimation. Donc, l'arrêt des efforts de réanimation doit être envisagé s'il n'y a pas de ROSC pendant 10 minutes après que les causes véritables ont été traitées. Donc, si un patient arrive chez vous, si monsieur MD, qu'on a parlé au début de la présentation, arrive chez vous et on a arrêté le saignement, on a donné du sang, on a fait les thoracostomies bilatérales, pendant 10 minutes après ça et les causes réversibles ont été traitées, on arrête. Et si, par exemple, l'arrêt est une activité électrique sans pouls, aucune activité cardiaque échographique est détectable, aussi on arrête. Et si les tentatives pour obtenir la ROSC échouent, c'est le chef d'équipe qui doit discuter avec l'équipe l'arrêt. La décision doit reposer sur un jugement clinique, une évaluation minutieuse de la probabilité d'atteindre le ROSC. Comme on l'avait dit, les patients qui arrivent en arrêt traumatique avec tous les changements, avec tous les changements et tous les advances en médecine, c'est 8% qui arrivent à s'en sortir. Donc, c'est vraiment encore très, très bas. Donc, il faut en penser un peu à la population pédiatrique. Avec la population pédiatrique, on suit les mêmes principaux que l'arrêt cardiaque avec les adultes, mais le faible volume d'arrêt cardiaque traumatique pédiatrique crée un environnement vraiment difficile pour le maintien des compétences. Donc, on ne sait pas vraiment beaucoup avec la population pédiatrique s'il y a vraiment des changements. Avec les enfants, c'est vraiment associé avec une faible probabilité de survie et un mauvais pronostic neurologique. La seule différence va être le volume liquidien. Chez les adultes, on donne 20 ml par kilo. Chez les enfants, on donne 10 ml par kilo. Et comme on l'a dit, une asystolie chez les enfants suite à un traumatisme, c'est un mauvais pronostic. Donc, il faut y penser tôt à arrêter les efforts de réanimation. Avec les efforts de réanimation, les signes de vie en milieu préhospitalier ou en service d'urgence qui favorisent un résultat positif chez les enfants, c'est les réponses de pupillaires et une activité cardiaque organisée à l'échographie, même si c'est sans pouls. Donc, si on a ça avant d'arriver à l'hôpital, on fait tout. Ici, on voit les algorithmes. C'est des algorithmes qui ont été faits par plusieurs. Ici, celui à gauche, c'est la société européenne. Celui à droite, c'est plutôt société en Grand England. C'est vraiment la même chose. Donc, si on voit, il faut voir vraiment le patient. Il faut savoir son arrêt, si ça a été cardiaque ou pas. Si c'est cardiaque, on fait le ACLS. Si ce n'est pas cardiaque, on pense aux causes qui vont être réversibles, donc contrôler les hémorragies, sécuriser les voies aériennes, les thoracostomies bilatérales. Si on a une tamponnade, essayer de faire une péricardiosynthèse. Et il y a d'autres choses dont il parle qui sont comme le REBOA, c'est un peu, c'est going deep. Si vous voulez, on peut en reparler une autre fois. Et puis, donc, il va falloir y penser. Ici, si vous regardez vraiment les algorithmes, ils parlent de commencer CPR, donc commencer la réanimation et faire tout ça. C'est parce qu'ici, ils parlent d'un algorithme dans des grands hôpitaux. D'accord? Mais si on était dans un hôpital où il y avait seulement un urgentiste et une nurse ou une chef-ten, donc il va falloir y penser. Si un patient arrive en arrêt cardiaque, on peut commencer à voir pourquoi. On peut faire les thoracostomies, on peut commencer le sang, et puis quelqu'un commence la réanimation cardiaque. Donc, il va falloir y penser vraiment. Donc, quels sont les take-home messages? Donc, l'arrêt cardiaque est vraiment différent de l'arrêt médical. Il faut savoir
que quand un patient arrive en arrêt médical, c'est vraiment différent que l'arrêt cardiaque, sauf si le traumatisme a été causé par l'arrêt médical. Il va falloir traiter les causes avant la réanimation, mais bien sûr, si on est un big team, on peut faire tout simultanément. Et il va falloir savoir quand arrêter de réanimer ou ne pas réanimer. Si les blessures sont incompatibles par la vie, si on a un très grand trauma crânien, le patient a une fracture cervicale qui a tout arrêté, ou aucun signe pendant 10 minutes. Donc, il va falloir qu'on arrête. Merci beaucoup. Ça, c'est mon email. Si vous avez des questions autres qu'aujourd'hui, donc vous pouvez me poser des questions maintenant, mais si vous avez d'autres questions, ça, c'est mon email. Et ça, c'est les références si vous voulez relire les articles et les websites qu'on a regardés. Merci. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Vous pouvez vous retirer sur mute ou les taper. Je pourrai les lire, ce qui vous convient. Bonjour. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, on vous entend. Allô? Oui. Et oui, je pense qu'ils ont une question, non? J'ai entendu une voix tout à l'heure. C'est Saint-Justinien? Allô? Oui, Ah oui. ça va. Merci, docteur. Ça va maintenant? Oui, Merci, docteur Stéphane, pour la présentation. J'ai retenu deux choses. Vous avez dit qu'en cas d'arrêt cardiaque traumatique, même quand on n'entend pas les BDC, ça signifie qu'il y a arrêt cardiaque. C'est seulement les contractions qui sont bas. Et ensuite, vous avez dit qu'il faut arrêter la réanimation 10 minutes après avoir traité les causes. Ma question maintenant, c'est combien de temps on a pour faire tout ça après un traumatisme? Combien de temps on a pour faire tout ça? Donc, normalement, c'est pas vraiment un temps. C'est dès que le patient arrive, ça doit être vraiment très rapide parce que quand un patient a un arrêt cardiaque et c'est plus que 10 minutes, ici, on pense que ça va vraiment pas. Donc, si le patient va être toujours en arrêt cardiaque et on avait tout fait pendant les premières 10 minutes, donc il faut y penser d'arrêter. Mais cependant, les causes réversibles doivent être vraiment rapides. Donc, quand le patient arrive à l'urgence, il faut tout de suite y penser à faire les thoracostomies, tout de suite y penser à commencer le sang ou les cristalloïdes, et tout de suite y penser à faire tout ce qui est nécessaire dans l'urgence pour essayer d'arrêter de le rendre plus en arrêt ou de le rendre plus hypovolémique pour tout ce qui a causé son arrêt cardiaque. Donc, il faut qu'on essaye d'être vraiment très rapide. Les premières 10 minutes, il faut y penser qu'on a 10 minutes peut-être. S'il faut donner vraiment un temps, c'est 10 minutes, essayer de tout faire en 10 minutes. Essayer de faire simultanément, bien sûr. Donc, si on fait les thoracostomies, quelqu'un fait la réanimation, quelqu'un met les intraosseux. Donc, on essaie de faire tout rapidement. Mais si on est seul, donc s'il y a juste moi et une cheftaine, on va essayer de choisir. Donc, on va essayer de mettre l'intraosseux rapidement pour commencer le sang. On essaie en même temps, quelqu'un va faire les thoracostomies et quand on a tout fait, on commence la réanimation. OK. Et donc, si on a une situation, par exemple, d'une hémorragie interne, par exemple, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Une hémorragie où? Je n'ai pas entendu. Un gros vaisseau qui saigne à l'intérieur, une hémorragie interne, un gros vaisseau qui saigne, par exemple. Du bassin? Du bassin, par exemple. Oui, il faut mettre la telle pelvienne. Donc, quand on a une hémorragie, quand on suspecte une hémorragie du bassin, les ambulanciers doivent mettre la telle pelvienne. S'ils ne le mettent pas, c'est à nous de le faire. On met une attelle pelvienne, on ferme le bassin d'une façon que ça arrête un peu l'hémorragie et on parle à l'orthopédiste de faire le plus rapidement possible. En tant que l'orthopédiste arrive, il faut qu'on commence le sang
Et s'il est en trauma cardiaque, s'il est en trauma, en arrêt cardiaque, on fait tout ce que j'ai parlé, sauf si on est à 100% sûr qu'on n'a pas de cause thoracique. Mais normalement, en arrêt cardiaque traumatisme, il y a beaucoup qui vont tout de suite pour les thoracostomies bilatérales parce que pour essayer de tout faire pour dire qu'on a vraiment tout fait pour le patient. Si c'est vraiment juste le bassin, il y a plusieurs choses à faire. Il y a ce qui s'appelle le REBOA, c'est vraiment, on rentre avec, on arrête le saignement du côté de l'aorte, mais ça, c'est quelque chose qui est fait vraiment dans les vraiment très grands centres. Je l'ai vu ici à McGill une fois, à Montréal General Hospital, mais je ne l'avais jamais vu avant. Donc ça, c'est quelque chose de très avancé. Mais si il arrive chez nous, par exemple, et on a un trauma pelvien, on ferme, on met une attelle pelvienne et on fait tout ce qui est autre jusqu'à ce qu'on ait un pouls ou jusqu'à ce que le patient va un peu mieux. J'ai eu un cas, je me rappelle que avec traumatisme pelvien et puis avec globe vésical. Comment on dit ça? Pas incontinence urinaire. Rétention urinaire. Est-ce qu'il est conseillé de passer un follet dans ce cas-là? Le problème avec les traumas pelviennes et le Foley, c'est que parfois, on peut avoir injury. Donc, la vessie peut être ruptured. On peut avoir plusieurs choses. Avec un arrêt traumatique, on ne pense pas vraiment à mettre un Foley en ce temps, mais si c'est un patient qui a été déjà en ROSC, on peut penser à mettre le Foley si on a vraiment un très grand globe vésical et ça peut être un risque pour la vessie. Donc, on peut en penser à mettre un Foley. Sinon, ça va être fait dans le bloc opératoire. On stabilise d'abord avant de mettre le Foley ou bien Oui, si le patient a un arrêt traumatique, le Foley, c'est vraiment à la fin. Si le patient a un arrêt traumatique, on fait tout ce qui est fait pour qu'on essaye de lui rendre son pouls. Et s'il est stable après ça ou s'il est encore un peu instable, mais on peut… Parce que après un arrêt traumatique, le patient va pas vraiment être très stable. Donc, après un arrêt traumatique, si le patient est en ROSC, il va falloir le prendre quelque part pour… donc, s'il saigne du côté du bassin, on ne va pas vraiment attendre les 5 minutes de mettre le Foley. On va vraiment l'envoyer au bloc opératoire. Ils le font là-bas. C'est normalement, on met le Foley aux patients qui sont un peu stables chez nous à l'urgence. On prend le temps, on met le Foley parce que c'est vraiment pas quelque chose qui va l'aider à survivre. C'est quelque chose de plus. C'est un adjunct. Okay. D'accord, merci. Merci. Je ne sais pas s'il y a une autre personne qui a des questions. Pas d'autres questions? Si vous n'avez pas de questions, Docteur Stéphane, est-ce que je peux partager ce PowerPoint avec eux, si ça ne vous dérange pas? Oui, bien sûr. Vous pouvez me l'envoyer par email, je vais faire le partage. Et si vous avez des questions additionnelles, vous pouvez m'envoyer des questions, je partage avec le Docteur Stéphane ou vous pouvez l'envoyer directement au Docteur Stéphane. Bien sûr. Merci. D'accord, merci pour votre participation et merci à tous. On se voit mercredi prochain. D'accord, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée.